Oui, c'est ça, tout est beau. On est parti. Donc voilà, ça fait maintenant 11 ans, moi, que je fais du soutien scolaire individuel à domicile. Donc, je me déplace dans les familles avec des jeunes du secondaire, du primaire, pour travailler avec eux de façon individuelle, les différentes matières qui sont difficiles, soit le français, les mathématiques, les stratégies d'études, donc des techniques d'études, les habiletés de résolution de problèmes, par exemple. Que ce soit autant au niveau du secondaire, au niveau du primaire. Et évidemment, mais dans le fond, dans mon quotidien, c'est de travailler avec des jeunes qui, pour la plupart, vivent avec un TDAH. Donc, j'ai beaucoup de jeunes que je supporte là, qui vivent avec ça, là, évidemment, chaque jour. Donc, ça fait partie de mon quotidien de m'adapter à eux, puis d'essayer de trouver des stratégies pour que leur cheminement scolaire là, soit plus agréable, puis qu'ils puissent mieux se débrouiller là, à l'école de façon autonome, puis à la maison dans les devoirs, que ce soit un petit peu moins aride. Donc voilà, c'est qui je suis et ce que je fais avec en support, dans le fond, au milieu scolaire traditionnel. Alors là, on commence avec la présentation. Alors, je vais vous partager le PowerPoint. Mais normalement, voilà. Et là, un instant, je me mets en mode plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui, ça va bien. Oui, tout est beau. OK. Donc, voilà. On va regarder ensemble des stratégies pour mieux se préparer à la rentrée scolaire. Évidemment, si vous êtes présent ce soir, bien, vous avez des jeunes, des ados, des enfants, vous vivez ou vous avez peut-être vous-même un TDAH. Donc, vous savez que c'est un trouble neurodéveloppemental chronique et que ça implique évidemment des difficultés importantes au niveau de l'attention, hein, et que les gens qui ont un TDAH vivent avec des symptômes d'hyperactivité et d'impulsivité. Donc, l'hyperactivité au niveau des pensées, au niveau physique, puis évidemment l'impulsivité aussi dans les décisions, les émotions. Donc, ça fait partie du quotidien et de ce avec quoi les gens qui vivent avec le TDAH ont à composer. Et évidemment, bien, vous savez aussi que le parcours scolaire tel qu'il est contribue à faire rencontrer encore davantage des difficultés dans le cheminement scolaire. Et on sait que le TDAH, eh bien, ça implique des difficultés au niveau de l'organisation dans le temps et dans l'espace. C'est surtout, ce sont deux aspects qu'on va aborder davantage ce soir. Et ça implique aussi des difficultés dans la planification de l'étude. Alors, voilà. Donc, tout d'abord, ce que je vous propose, c'est de regarder pour mieux s'organiser dans le temps grâce à deux outils. Donc, grâce à la construction d'un calendrier familial, on va voir quel est l'intérêt de ça et puis comment bien l'utiliser, bien le construire. Et aussi parce que votre enfant ou votre adolescent, grâce aux discussions que vous avez avec lui, va développer le réflexe de bien utiliser son agenda personnel de façon efficace. Donc, le calendrier familial, c'est chaque membre de la famille qui va y inscrire ses activités, ses rendez-vous, ses échéances. Donc, c'est vraiment un travail collectif, le calendrier familial. Il est en constante évolution parce que chaque membre vient y ajouter là, au fur et à mesure les obligations, les activités qui s'ajoute. Évidemment, ça va être important qu'il soit un endroit accessible et connu de tous parce que autant notre grande du secondaire que notre petite de sixième année, que tous les membres de la famille doivent être en mesure d'aller y ajouter les choses qui s'ajoutent dans le fond à leur emploi du temps. Et ça peut être intéressant aussi d'utiliser un code de couleur, donc soit des stylos, des marqueurs de couleur, par exemple, pour se donner des repères visuels de façon plus facilitante, en fait. Par exemple, de choisir qu'on va mettre toutes les activités sportives de la famille en vert, qu'on va mettre les rendez-vous médicaux, les rendez-vous personnels en rouge, de sorte que lorsqu'on repère au niveau du calendrier familial, ces couleurs-là, ben, on voit un petit peu dans quelle sphère on se retrouve. Donc, quel est l'intérêt du calendrier familial? C'est que, par exemple, l'adolescent qui, bon, vient inscrire sur le calendrier familial qu'il a un entraînement de volleyball ce mercredi soir à 7 heures, ben, en venant l'inscrire, va peut-être constater que maman a un entraînement de Zumba à la même heure.
Alors, à ce moment-là, ben, ça va lui permettre de prendre conscience qu'il doit y avoir une discussion, trouver des solutions. Et donc, ça va amener le jeune à faire une démarche pour trouver des stratégies, des solutions alternatives pour être en mesure d'aller faire son entraînement de façon telle que prévue, puis que maman puisse aussi aller faire sa Zumba. Est-ce que je parle trop vite ou c'est bien? C'est parfait. OK, parfait. Donc, le calendrier familial, ça va être un allié pour nous aider à réduire les conflits d'horaires, justement dans l'exemple que je vous ai partagé. Puis ça va aider à la planification des transports, hein, surtout quand on a une grosse famille avec plusieurs enfants. Et ça va permettre, dans le fond, aussi, ça c'est intéressant, à chaque membre de la famille, et particulièrement à vos jeunes, de se situer dans le temps en relation avec l'emploi des autres. Donc, moi, mon horaire, mais en rapport avec ma collectivité, mon milieu familial, celui de mes parents. Donc, ça va être intéressant parce qu'on sait que vivre avec le TDAH, c'est aussi difficile de se situer dans le temps. Donc, oui, se situer dans le temps soi-même, mais se situer dans le temps aussi en relation avec les gens qui m'entourent dans ma bulle immédiate. Ça va être intéressant de développer cet aspect-là, surtout quand vous avez des grands rendus au secondaire, c'est encore plus nécessaire d'être rendu à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on met sur le calendrier familial? Bon, les activités parascolaires de chacun des enfants, et c'est la responsabilité de chacun de venir les inscrire, hein. C'est pas maman qui remplit le calendrier familial pour tout le monde, mais c'est bien chacun qui vient. euh, En fait, c'est un travail constant qui se met à jour au fur et à mesure. Bon, les activités sportives, les entraînements de chacun, comme je vous ai dit, les rendez-vous personnels, les rendez-vous récurrents, les fêtes familiales, les activités familiales. Donc, tout ce qui vient, euh, dans le fond, entrer, je veux dire, interférer dans l'horaire de vos enfants, dans l'horaire de la famille. Ensuite, bon, je vous ai parlé de, évidemment, la construction du calendrier familial, mais ça va être important aussi de se familiariser avec l'utilisation de l'agenda personnel. Donc, qui peut être papier ou électronique. On sait qu'au primaire, souvent, bon, c'est un petit peu plus une version papier, un support, des fois, il y a un support de la part de la professeure là, qui va donner un duoteng agenda avec, bon, l'agenda déjà inscrit, mais certains vont devoir le noter au complet. Au secondaire, on est un petit peu plus dans la version papier, quoique maintenant, bon, de plus en plus dans les écoles, il y a les tablettes, les Chromebooks. Donc, dans le fond, c'est à votre jeune de choisir est-ce que je préfère papier ou électronique, mais petite mise en garde, faire attention si on choisit l'agenda électronique, ben, de glisser dans les distractions des réseaux sociaux, hein. Ça peut nous aspirer de façon un peu insidieuse et nous faire dépenser beaucoup de temps. Alors, de faire attention à ce petit piège des réseaux sociaux. Alors, c'est votre jeune qui est responsable d'utiliser son agenda personnel. Puis c'est pour ça que je vous suggère de prendre un petit moment avec lui pour discuter, pour revoir comment ça fonctionne un agenda, qu'est-ce qu'on met là-dedans. Euh, Parce que des fois, on considère que c'est un peu acquis, mais non, non. Puis même nous, en tant qu'adultes, ça fait du bien de revoir certaines choses. Je vais même admettre qu'en préparant ma présentation, je me suis même remis en tête des trucs que j'utilise moi davantage. Donc, c'est bien pour tout le monde. Évidemment, l'agenda, bon, on le complète comme le calendrier familial au fur et à mesure. Et à l'école, ben, c'est de prendre le réflexe de le compléter après chaque cours ou au moment qui est déterminé pour ça durant le cours. Donc, quel va être le lien entre l'agenda et le calendrier familial? Eh bien, c'est que votre enfant, votre adolescent va aller consulter le calendrier familial avant de venir inscrire, ben, c'est-à-dire, il va reporter des événements du calendrier familial qui le concernent dans son agenda personnel. Puis ça va lui permettre aussi, quand par exemple va être le moment de planifier là, ce que je vais aborder avec vous, là, les moments d'études, les moments de travaux scolaires, ben, de voir que c'est par exemple peut-être irréaliste de planifier mon étude de sciences ce vendredi soir à 7 heures parce qu'on a par exemple un barbecue chez ma tante. Donc, ça va être c'est de cette façon-là qu'on va travailler, ben, que votre jeune va travailler en lien avec le calendrier familial et l'agenda. Ça va lui permettre de prendre conscience des conflits d'horaire ou non, puis comme je vous disais, de trouver des solutions.
L'agenda, ben, ça nous propose un cadre sécurisant, donc ça va être intéressant. Puis ça va être important aussi de respecter la routine qu'on se propose dans l'agenda, mais tout en se laissant là, une marge d'adaptation possible. Mais ça va être aidant de le respecter, parce que si on en fait un et qu'on le respecte jamais, bon, c'est plus ou moins pertinent. Donc, qu'est-ce qu'on écrit dans l'agenda? Mais comme je vous ai dit, les éléments du calendrier familial, mais qui viennent influencer l'emploi du... Dans le fond, si je me mets à la place de votre jeune, ce que je vais écrire, c'est les éléments du calendrier familial qui viennent influencer mon emploi du temps. Donc, par exemple, votre adolescent n'écrira pas que maman a de la Zumba à 7 heures si ça n'a pas d'effet sur sa vie à lui parce qu'il est en secondaire 3 puis que très clairement, il reste à la maison puis il fait ses choses. Mais par contre, si maman a un rendez-vous médical avec mon petit frère de deuxième année puis que moi, je suis en troisième année, mais ça va peut-être être intéressant d'avoir en tête que, OK, je ne peux pas prévoir de faire mes leçons aujourd'hui à 3h30 parce que nous allons chez le médecin avec petit frère. Donc, à ce moment-là, là, on l'écrirait peut-être médecin petit frère, juste pour l'avoir en tête. Et évidemment, ben, les différents moments consacrés aux devoirs, donc les plages de travail scolaire, les temps d'études et le temps que l'on estime, hein, la durée que l'on croit que la tâche va prendre. Ça va être important. Et bon, pour chaque matière scolaire, parce qu'à l'école, puis particulièrement au secondaire, c'est ça, mais ça va être d'écrire les travaux scolaires, les projets à remettre, les devoirs détaillés, hein, ne pas oublier les pages et les numéros, hein, Mm. pas seulement les pages, puis là, on sait que ça roule très, très vite dans la tête d'un TDAH, donc c'est très facile de ne pas écrire les numéros, ou comme disent beaucoup des jeunes que je supporte, d'avoir la flemme et de ne pas écrire les numéros. C'est une mauvaise idée s'ils ne veulent pas travailler inutilement en faisant de trop. Donc, page et numéros, bien important. Les dates d'examen, d'évaluation, les dates de remise de travaux. Et je suggère aussi les jours de dîner, les jours de récupération. Hein, par exemple, si je sais que j'ai des défis scolaires en mathématiques, en français, ça pourrait être intéressant peut-être de déjà mettre à mon agenda qu'il y a les jours, parce que souvent ils ont des, c'est par exemple les jours 5 ou les jours 7, il y a des récupérations à l'école, mais de venir me le noter dans mon agenda personnel, les jours 5 et les jours 7, ça tombe quand cette semaine? Donc les récupérations par exemple de français, de mathématiques. Pour les projets plus volumineux, ça pourrait être intéressant de rappeler à votre enfant l'importance de diviser le projet, donc en plusieurs étapes. Donc, par exemple, si j'ai un gros projet de CR à construire où je dois faire une présentation de qui je suis, puis que, bon, il y a plusieurs étapes dans ce projet-là, ben, au lieu d'écrire projet ECR, puis là, de ne pas trop savoir où on s'en va, ben là, ça serait important de le diviser en étapes. Donc, par exemple, premier jet de ma rédaction et de venir le situer dans l'agenda à un moment où, par exemple, j'ai 1 heure de prévu pour ça, que c'est réaliste et que c'est un moment qui convient. À un autre moment, de venir inscrire dans l'agenda, ben, autocorrection de la structure des phrases et ponctuations, par exemple, puis de se réserver un moment pour ça. À un autre moment, ben, autocorrection des fautes, grammaire, orthographe, et par exemple, dans une dernière étape, relecture de ma rédaction. Donc, ça permet aussi de voir quelles sont les différentes étapes que j'ai à accomplir dans mon travail, puis ça fait un petit peu moins peur que de savoir que j'ai un gros projet qui semble me prendre des heures et des heures. Quand on le morcelle en plusieurs temps de travail, on se remet à la tâche, on est plus reposé, on voit mieux les fautes en différents moments de travail sur la tâche. Donc, moi, je suggère vivement peut-être de revoir cette stratégie-là avec votre enfant ou quand vous sentez qu'il a un projet qui le stresse un peu parce que c'est un petit peu plus projet d'envergure, un peu plus volumineux, donc de lui rappeler, OK, est-ce que tu pourrais identifier les, les différentes tâches que tu aurais à faire dans ce projet-là? Fais-toi une liste, essaie d'évaluer c'est quoi le temps que ça va te prendre, puis viens le placer dans ton agenda. Puis souvent, ça enlève un stress. Moi, je l'ai fait avec avec la préparation de cette présentation-là. Donc, qu'est-ce qu'on inscrit dans l'agenda? Bon, pour la suite, bien évidemment, là, tu sais, d'avoir une idée en tête, les temps de repas, collation. Donc, je sais par exemple que c'est ma petite zone tampon où je me détends, période de loisirs. Les tâches, les responsabilités à assurer. Tu sais, si vous savez que, bon, sortir le recyclage, faire ma chambre, faire le ménage, c'est juste de garder en tête que pour les
tâches ménagères ou les tâches à assurer, de garder un résumé de la tâche. Donc, par exemple, ménage, on ne commencera pas à tout détailler, époussetage, balayeuse. Non, parce qu'on ne veut pas surcharger l'agenda. Parce que là, si on surcharge l'agenda, visuellement, ça devient désagréable et décourageant de l'utiliser. Puis, s'il y a trop de mots, trop de stimuli, ben là, on s'y perd un peu. Donc, de garder la tâche résumée. Puis bon, je vais en parler de l'importance de réorganiser l'espace de travail à chaque semaine. Donc, ça pourrait être bien de se prévoir un temps dans l'agenda pour le faire, parce qu'on sait que ça se passe très, très vite dans la tête d'un TDAH. Donc, le chaos dans l'espace peut se produire plus rapidement que l'on ne le croit. Alors, ça pourrait être bien déjà de le situer dans l'agenda une fois par semaine, tout comme le ménage du sac d'école si on ne veut pas se retrouver avec de la purée de bananes non désirée et un peu nauséabonde, malheureusement. Donc, maintenant, là, on a revisé un petit peu des stratégies par rapport à l'organisation dans le temps, avec le calendrier familial, avec voyons, l'agenda. Et là, je vous propose de regarder avec votre jeune pour organiser un espace de travail. Donc, tout d'abord, prévoir un endroit calme, loin des distractions. Je n'ai pas besoin de m'étendre sur le sujet. Je pense que tout le monde qui est ici comprend l'importance de ça, comme nos TDAH sont très sensibles à tout ce qui peut allumer leur attention autour. Organiser un espace dégagé et agréable pour que votre jeune du primaire, votre adolescent ait le goût d'y être et d'y travailler. Puis on le sait que quand notre rôle premier, c'est d'être à l'école, eh bien, on passe quand même beaucoup d'heures à faire des travaux scolaires, de l'étude. Alors, c'est important d'y être, que votre jeune y soit bien et qu'il ait le goût d'y être. Mais attention, euh, de garder en tête d'enlever les éléments inutiles et distrayants. Il y a cette petite nuance-là. Puis, comme je vous dis, ben, je trouve que ça peut être intéressant de discuter avec votre enfant, votre adolescent, de ses besoins, de ce qu'il croit qui pourrait l'aider à se concentrer, puis de trouver ensemble des idées, des stratégies pour que son espace de travail lui plaise et que ce soit agréable pour lui d'y être, qu'il ait le goût d'y être. Mais comme je vous ai mentionné, on doit le ramener à se demander, est-ce aidant que ce soit sur ma table ou dérangeant? Donc, si par exemple, votre petit coco, ça lui plaît d'avoir de la slime sur sa table de travail pendant qu'il fait un devoir de français, ben là, si la slime colle partout, tâche le cahier de dictée, que ça devient une gestion de ménage en même temps de faire le travail, clairement, la slime n'est pas un élément aidant. Donc, à ce moment-là, ben, on va la ranger hors de l'espace de travail ou à l'endroit où, bien gentiment dans son petit bol. Donc, de garder en tête, est-ce aidant que ce soit sur ma table de travail ou est-ce dérangeant? Et si c'est dérangeant, eh bien, de le ranger là où ça va. Hein? Puis, bon, si vous avez des petits cocos, des fois, ça peut être le rôle du parent aussi de venir, de venir soulever le questionnement. Est-ce que tu crois vraiment que c'est quelque chose de positif pour toi d'avoir, par exemple, la boule lumineuse pendant que tu travailles? Moi, je crois que ça te distrait. On va peut-être l'arranger. Hein? Donc, amener la réflexion chez votre enfant. Voilà. Ici, deux petites images que j'aime bien. Donc, lors de la période de travail, ça va être très important de garder à vue que ce qui est utile à la matière concernée. Donc, deux images que j'aime bien. On a un petit bonhomme là, sur l'image de gauche. Là, on voit les écrans de jeu, la tablette, bon, les livres. On voit un petit peu aussi à quelle vitesse ça peut se passer dans la tête d'un TDAH. Ça, j'aime bien toute la créativité dont regorgent tous nos jeunes qui ont un TDAH. Hein. Ça fait partie de leur force, de leur qualité. Et ça peut à la fois leur jouer des tours. Donc, évidemment, ben, notre petit bonhomme de gauche, ce n'est pas un espace de travail qui favorise sa concentration, par exemple, dans sa tâche de mathématiques. Hein. Les écrans de jeu dans l'espace de travail, c'est une mauvaise idée. Puis, d'un autre côté, ben, sur l'image de droite, ben, si je suis en train de faire une tâche de français, très clairement, la tablette, le cellulaire, les appareils électroniques, le portable, ce sont de mauvaises idées. Hein. On les range à l'endroit où ils vont.
On n'a pas besoin des écouteurs pendant qu'on est en train de faire un travail de français, à moins, bon, d'avoir un support informatique, WordQ, Antidote, puis d'avoir des mesures. Là, à ce moment-là, c'est différent si on a besoin de s'en servir. Mais donc, de garder l'espace épuré et réduit vraiment à ce qui est nécessaire. Voilà. Et quand je parle de ce qui est utile à la matière concernée, bien, ça va être le cartable de cette matière. Et évidemment, mais dans le cartable, par exemple, de mathématiques, bien, on va y retrouver les notes de cours, les exercices, les feuillets de mémoire manuscrites. Ça, je vais en reparler un petit peu plus loin dans ma présentation. Et les outils nécessaires pour la tâche. Donc là, attention, si je suis dans une tâche, par exemple, sur les fractions, l'ensemble de géométrie est rangé. Ce ne sera pas aidant d'avoir à portée de main un rapporteur, un compas qui ne seront qu'une distraction dans un chapitre pour lequel ce n'est pas nécessaire. Par contre, si je suis dans un chapitre qui nécessite la calculatrice, mais à ce moment-là, la calculatrice, je vais l'avoir en main sur la table de travail. Donc, c'est aussi ça. C'est pas seulement ce qui est en lien avec la matière, mais c'est aussi ce qui est en lien avec ce que j'ai à accomplir. Si je suis dans une tâche, dans un chapitre de géométrie en secondaire 1 ou en secondaire 2, les transformations géométriques, les rotations, les translations, bien là, je vais avoir besoin de l'ensemble de géométrie avec justement le compas, les équerres et tout. Mais si ce n'est pas le cas, l'ensemble de géométrie, il est rangé, puis on s'en tient au sujet concerné. Dans l'espace de travail, ça va être important de prévoir un éclairage adéquat. Donc, non pas un éclairage agressant ou assommant qui irrite votre enfant, mais non pas non plus un éclairage qui encourage l'endormissement et la léthargie. Hein, ça va être important d'y aller avec quelque chose là, qui lui permet de rester stimulé puis de ne pas fatiguer les yeux non plus là, quand il travaille. Puis, comme je vous ai dit, ben, de demander à votre enfant de prévoir des moments précis. Hein, on l'a déjà mentionné, de les placer déjà dans l'agenda personnel pour réorganiser l'espace de travail parce qu'on sait que le chaos dans l'espace peut surgir plus vite qu'on ne le croit. Voilà. Je vous propose aussi, dans toute la dimension d'organiser l'espace de travail, de prévoir du matériel scolaire, donc de préparer une trousse à crayon qui reste à la maison dans l'espace de travail. Le but de ça, c'est ben, d'éviter justement des oublis, de ne pas avoir le matériel à la maison ou de se retrouver à l'école et puis là, la trousse est restée à la maison, on n'a pas le matériel à l'école. Donc, à ce moment-là, bon, ça va être intéressant quand c'est possible d'avoir crayon, stylo, évidemment, gomme à effacer, liquide correcteur, surligneur à la maison et que cette trousse-là, elle reste à la maison, qu'on n'a pas à la transporter. Feuilles lignées, feuilles quadrillées pour les mathématiques, c'est toujours intéressant. Calculatrice. Moi, personnellement, je vous suggérais que votre enfant ait exactement la même calculatrice à l'école et à la maison par expérience, euh, de sorte qu'il soit habitué à travailler avec le même outil, à savoir où sont ses touches, où sont ses exposants, où sont ses racines carrées, ben, qu'il soit habitué, entraîné à travailler avec cet outil-là. Donc, moi, je déconseille vivement l'utilisation de la calculatrice sur le téléphone parce que ça fonctionne pas comme une calculatrice conventionnelle ou peu importe la marque. Puis, ben encore là, c'est facile de glisser dans les distractions. Hein? Quand on est sur le téléphone, c'est facile d'aller voir les petites alertes Messenger, oh, Facebook, TikTok de ce monde. Donc, moi, j'encourage vivement la calculatrice et la même à la maison qu'à l'école. L'ensemble de géométrie, ça peut être intéressant aussi d'en avoir un à la maison parce que surtout que c'est du matériel mathématique qui est utilisé quelques fois dans l'année. Ce n'est pas utilisé très fréquemment. Donc là, quand on arrive dans dans les chapitres qui font appel à ces outils-là, on a tendance à les oublier, puis là, oh, incapable de faire le devoir. Alors à ce moment-là, ben, de l'avoir à la maison, c'est bien intéressant. Des post-it, vous allez voir pourquoi je vous propose des petits post-it là, très bientôt. Des marque-pages, les petites languettes là, qu'on va. Et là encore, je vais vous suggérer ce que moi j'aime bien faire avec ces petites choses-là. Et la minuterie visuelle, là, le time timer, donc qui permet à votre jeune de se repérer dans le temps de façon visuelle sans, dans le fond, qu'il y ait
voyons, un bruit d'associer là, à ça, donc ce n'est pas distrayant. Puis ça, ben, ça va aider votre jeune à gérer ses temps de travail parce qu'on va parler aussi là, en terminant la présentation de l'importance des pauses, donc de gérer ses temps de travail et ses temps de pause. Donc, c'est ce que je vous propose de garder dans l'espace de travail. Oups, excusez-moi. Donc, j'aimerais vous partager quelques incontournables pour une meilleure organisation. Donc, des outils qui, moi, sont mes grands amis, avec tous les jeunes avec qui je travaille. Donc, les surligneurs de couleurs. Le code de couleur, ça peut être très intéressant par expérience pour annoter lors des lectures des romans et des œuvres littéraires. Donc, évidemment, lorsque c'est autorisé d'écrire dans les œuvres, donc par exemple, lorsque ce n'est pas une œuvre prêtée par l'école, là, à ce moment-là, bon, la stratégie que je vous propose ne s'applique pas. Ou par exemple, quand c'est un texte qui est remis à votre enfant, là, puis qu'il doit préparer une compréhension de lecture, mais moi, je vous propose un code de couleur, par exemple, de mettre en vert les indices de lieu, en bleu les indices de temps, par exemple en rose les caractéristiques des personnages, en jaune, moi j'aime bien mettre, ben, peu importe la couleur, là, c'est à votre enfant de déterminer sa légende et de s'en tenir à ça. De mettre, par exemple, en jaune les éléments clés de l'histoire. Donc, si je commence à lire l'histoire, puis que je prends une pause et que je recommence 3 semaines plus tard, mais si je retourne lire juste ce que j'ai mis en jaune, je devrais être capable de me faire une structure globale de mon récit, de retrouver les éléments clés, les éléments importants, les actions, les péripéties vraiment majeures de l'histoire. Donc, les surligneurs, ça peut être intéressant, ça peut être très aidant au niveau de la compréhension de lecture en français. Bon, je ne l'ai pas présenté là, au niveau du PowerPoint, mais ça peut aussi être au niveau de l'autocorrection des fautes, hein. Par exemple, d'identifier en bleu nos terminaisons, nos accords des verbes, en vert nos accords dans les groupes du nom. Donc, les surligneurs vont être très sollicités dans les tâches. Ça peut être au niveau aussi de la structure des notes de cours, hein. Par exemple, si je suis en secondaire 2 et que j'ai de l'étude à faire en sciences, ben, par exemple, propriété physique, propriété chimique, mettons, ça peut être en jaune. Mes sous-thèmes qui entrent dans ces sujets-là, ben, je pourrais les mettre en orange. Puis, par exemple, les exemples de chaque propriété physique, je pourrais les mettre en rose. Ça peut m'aider aussi si vos jeunes, ça attire leur œil, ça les aide à, à intégrer ce qu'ils étudient, d'utiliser les couleurs, ben ça peut être intéressant de faire comme une hiérarchie dans la structure des notes de cours là, grâce aux surligneurs. Ben, je l'ai déjà mentionné rapidement, là, le code de couleur là, au niveau de la construction du calendrier familial ou dans l'agenda. Par exemple, de mettre en vert toutes mes activités sportives, de mettre en bleu, par exemple, mes travaux scolaires. Donc, ça pourrait être intéressant aussi de l'utiliser de cette façon-là. Les fameux post-it vont être nos amis pour le concept du stationnement AID. Et bon, si on aime un petit peu moins le concept du post-it, ça peut aussi être un petit cahier qui va être consacré au stationnement AID. Qu'est-ce que c'est le stationnement AID? Concept que j'ai découvert et que j'adore, c'est là où on inscrit les pensées importantes qui nous viennent en tête, mais qui ne sont pas en lien avec la tâche actuelle. Donc, par exemple, je suis en train de faire un devoir sur les fractions et là, ah, c'est vrai, je dois aller chez Dolorama acheter un emballage cadeau pour la fête de ma meilleure amie. Ce n'est pas en lien avec ma tâche sur les fractions. Donc, sur le petit post-it, je vais aller déposer cette idée-là, qui est quand même une idée importante, achat de l'emballage cadeau pour mon ami, mais je vais le déposer sur le post-it pour libérer ma tête du stress d'oublier cette pensée-là et de cette pensée-là qui n'est pas pertinente à ce moment-là. Ou, ah, je dois appeler grand-maman pour sa fête. OK, mais je suis pas en train de faire de l'addition de fractions, là, puis de mettre sur un même dénominateur mes fractions. Donc, je vais déposer appeler mamie pour sa fête dans le fond, dans le stationnement aidé, sur le post-it. Et comme je vous ai dit, bon, on va aborder un petit peu ensemble tout à l'heure l'importance des pauses. Ben, lors des pauses, ça va être le moment d'aller accomplir un ou deux éléments du stationnement aidé lorsque ce sont des choses faciles et rapides à faire. Donc, par exemple, pendant mon petit temps de pause, ben, ça peut être intéressant de prendre un petit 3-4 minutes puis d'appeler grand-maman pour lui souhaiter bonne fête. C'est très facile à réaliser et c'est fait.
Par contre, si il m'est venu en tête en faisant ma tâche que, oh là là, je dois changer au complet les deux litières de mes deux félins, de mes deux chats, ben là, ce n'est peut-être pas le moment de le faire pendant la pause de 5 minutes. Donc, à ce moment-là, ben là, ça va être de venir reporter ce qui a été inscrit sur le post-it, le stationnement aidé, et de venir le situer dans mon agenda dans un moment qui est adéquat pour le faire et qui est réaliste pour le faire. Parce que si je sais que ma tâche me prend 30 minutes à faire pour remettre en neuf les litières de mes chats, ben si j'ai besoin de 30 minutes, je vais le placer dans mon agenda à un endroit où je dispose de 30 minutes. Donc, ça va être bien important en ayant en tête que le post-it reste en vue de façon très éphémère, donc que pour une courte durée, qu'il se perd très facilement dans l'univers. Ça va être important lorsqu'on constate que dans le stationnement aidé, des éléments n'ont pas été réalisés, bien de venir les inscrire dans l'agenda lorsque c'est important pour que se soit accompli et non pas sombrer dans l'oubli sans que ce soit accompli. Les petits post-it, mais dans le fond, c'est les petites languettes là, que vous voyez à la gauche de la photo. Moi, je les suggère, je les aime bien justement dans les romans, dans les notes de cours. Par exemple, si je suis en train de préparer un examen de sciences, ben, je peux aller mettre des petites languettes où il y a disons, mes tableaux synthèse ou certaines pages que je dois davantage venir réétudier pour bien compléter mon étude. Donc, puis quand je parle des cahiers pédagogiques comportant théorie et exercice, c'est ça dont je parle. Tu sais, par exemple, le cahier de sciences dans lequel il y a la théorie, les définitions et les applications, ben là, ça peut être intéressant de travailler avec les petites languettes de type marque-page. Je vous propose aussi un cahier pour les résumés d'œuvres littéraires. Donc vraiment, pas des feuilles volantes, hein, parce qu'encore là, les feuilles volantes risquent de devenir des avions qui vont se promener dans l'univers. Donc, de prévoir un cahier qui va être vraiment consacré au résumé de lecture des œuvres littéraires. Puis, on sait à quelle vitesse ça se passe dans la tête d'un TDAH. Parfois, il y a des combinaisons avec, par exemple, de la dyslexie, de la dysorthographie, avec d'autres difficultés d'apprentissage. Donc, la lecture, ça peut être un défi, hein. Puis quand la tête vagabonde très rapidement, la lecture, ça peut être un défi. Puis de se rappeler de qu'est-ce que j'ai lu il y a 3 jours, il y a 4 jours, ça peut être difficile aussi. Donc, je pense que c'est aidant de faire un résumé du chapitre en deux, trois phrases pour tout le monde. Je crois que c'est encore plus pertinent de le faire lorsqu'on a un TDAH, puis que, par exemple, ce n'est peut-être pas notre passion première de lire dans certains cas. Donc, de venir à chaque chapitre faire un résumé en deux, trois phrases de ce qui s'est passé, des actions importantes, et de le faire toujours dans le même cahier, évidemment, en identifiant mon œuvre, mon auteur, donc pour que je sache c'est par rapport à quelle œuvre. Donc, mais je sais que dans ce cahier-là, ben, ce sont mes résumés de lecture, autant pour les documents de compréhension de lecture que les romans. Donc, ça, c'est un petit truc personnel là, que j'aimerais vous suggérer, avec lequel j'ai moi-même travaillé très, très longtemps quand j'étais étudiante, ensuite quand j'étais étudiante en littérature. Donc, je vous propose de l'utiliser dans le cas où vous croyez que ça pourrait vous aider. J'aimerais aussi vous partager l'idée de garder à la maison un cartable avec des séparateurs et ce cartable-là resterait à la maison en tout temps. Et moi, ce que je vous propose, ben, ce que je propose à votre enfant d'y mettre, c'est une copie de ses feuilles aide-mémoire manuscrites. Donc, par exemple, surtout quand vos jeunes sont au secondaire, à la fin des chapitres, il a le droit à un quart de feuille de notes, à une demi-feuille de notes faite à la main. Donc, si vous avez à portée de main un photocopieur, ça pourrait être intéressant qu'il en garde une copie de chaque feuille aide-mémoire manuscrite qui est glissée dans ce cartable-là à la maison, dans sa section mathématiques, par exemple. Ou quand il a des outils au niveau des stratégies d'autocorrection, au niveau, par exemple, des rappels sur les homophones, des rappels sur les terminaisons de verbes, ben de venir se faire des copies si c'est possible, puis de les mettre dans la section français. De sorte que bon, par exemple, si un soir, le cartable de mathématiques a été oublié à l'école, ben maintenant, avec tous les outils qu'on a, c'est clairement possible que votre jeune communique avec un de ses amis, se fasse envoyer des photos
des numéros et en ayant sa feuille de mémoire à la maison dans le cartable de référence, mais il va être capable d'accomplir le devoir sur une feuille lignée ou une feuille quadrillée. Versus s'il a oublié le cartable qui comprend, bon, la feuille de mémoire manuscrit de mathématiques originale, là, il est possiblement pas en mesure de le faire. Donc, moi, c'est quelque chose que je faisais pour moi personnellement, que j'encourage mes jeunes à faire aussi. Mhm. Et évidemment, bon, ben, que ce cartable-là soit dans un tiroir à portée de main dans l'espace de travail, mais votre jeune va aller se référer dans la section concernée qu'au moment où il en a besoin. Donc, par exemple, quand je suis dans ma tâche de français, ben, je vais aller dans ma section français. Si je suis en train de faire un devoir sur les mathématiques, ben, je vais même aller me référer qu'à ma feuille de résumé sur le chapitre en cours dans cette section-là. Et non pas sortir toutes les feuilles, que ça devienne un grand chaos une fois de plus. Voilà. Bon, le babillard. Qu'est-ce qu'on pourrait épingler sur le babillard? Ben, ce serait de garder en vue ce qui peut être utile à un meilleur fonctionnement dans son espace de travail. Donc, par exemple, une petite routine de comment garder mon espace de travail organisé et fonctionnel. Donc ça, déjà soit dans les derniers jours de vacances ou soit dans les premiers jours d'école. Généralement, vos jeunes ne sont pas bondés de travaux scolaires, là, et heureusement. Ça peut être intéressant de prendre un petit 10 minutes, de dire, OK, c'est quoi mes éléments clés pour avoir un espace de travail organisé et fonctionnel? De demander à votre jeune ou de discuter avec votre enfant, puis de l'écrire avec lui, donc de faire une petite activité sur, OK, comment je fais pour garder mon espace de travail fonctionnel et agréable? Bon, des rappels de comment se mettre à la tâche. Donc là, une petite routine rapide, mais OK, je réalise que là, je procrastine, j'arrive pas à me mettre à la tâche, mais ça pourrait être quoi mes petites stratégies d'activation rapide, donc pour vraiment me plonger dans ce que j'ai à faire. Sur le babillard, ça pourrait être des rappels aussi sur les moyens qui sont efficaces pour moi pour gérer le stress. Ça, on va en parler aussi là, vers la fin de la présentation. Donc, sur le babillard, c'est des éléments clés euh, qui va être important que je retourne constater aux besoins, ben, consulter aux besoins de façon éclair. Donc, par exemple, je suis dans mon espace de travail, je suis en train d'accomplir un gros projet. Là, je commence à ressentir une grosse vague d'anxiété parce que je me sens pas en mesure d'accomplir la tâche. Puis là, le hamster s'emballe. OK, babillard, j'ai des stratégies que j'ai identifiées en début d'année pour gérer mon stress. Moi, par exemple, je sais que c'est de respirer ou je sais que c'est d'aller faire de l'activité physique. Bon, ben OK. OK, là, c'est le moment d'aller faire marcher le chien 5 minutes. C'est peut-être donc un rappel des moyens pour gérer le stress. Fait que ça, c'est des petites routines qui peuvent être intéressantes d'afficher sur le babillard si votre enfant en a un. Je vous propose aussi d'accompagner votre enfant à se familiariser avec les nouveaux outils scolaires dans les derniers jours de vacances. Donc, par exemple, secondaire 2, souvent, c'est l'arrivée de la calculatrice scientifique. Bon, l'ensemble de géométrie, secondaire 1, secondaire 2, le compas est un nouvel outil qui entre en jeu. Donc, ce que je vous propose, ben, excusez-moi, voilà. Eh bien, c'est de prendre un petit moment avec lui et de regarder, par exemple, dans l'exemple du compas, bon, mais qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Comment on s'en sert? Puis de le faire manipuler l'objet, de le faire l'utiliser, mais de le faire dans un contexte ludique, non pas associé à un devoir, à une tâche scolaire. Donc, de le faire manipuler le compas, de regarder comment ça travaille, à quoi ça sert. Bon, c'est pour tracer un cercle, OK, comme ça va être important, là, par exemple, de bien fixer la pointe sèche, tu sais, de le faire se familiariser de façon tactile avec l'outil, mais aussi, bon, de, de- d'en comprendre son utilité pour comment on s'en sert. Et le but de ça, ben, c'est de modeler, d'entraîner votre jeune à l'utiliser correctement, de façon appropriée. Par exemple, prendre mon compas puis faire, disons, attaquer les faces avec le compas, ce n'est pas une utilisation appropriée du compas. Ou planter le compas dans la main de mon petit frère,
qui m'énerve un peu, c'est une utilisation très inappropriée aussi. Donc, ça va être important d'entraîner votre jeune à, à faire une utilisation là, appropriée de cet objet-là. Puis ça va éviter aussi que lorsque il va tomber dans le chapitre sur les justement sur la géométrie où on doit l'utiliser, ben que là, ça devienne ha 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 super super dérangeant et très hilarant d'utiliser ce nouvel outil-là. Donc, déjà, il va y avoir eu comme une approche de fait pour modeler le comportement associé à l'outil. Puis, on sait que souvent, il y a aussi de l'anxiété d'associer au TDAH. Donc, ça peut permettre de réduire le stress relié à la nouveauté aussi. Mais puis un petit peu, bon, j'ai axé la présentation évidemment pour des stratégies là, pour aider tous les jeunes qui vivent avec le TDAH, mais évidemment, moi, je considère que ce sont des outils qui peuvent aider tous les jeunes. Et ce sont les mêmes outils que je propose aussi à mes jeunes qui n'ont pas de TDAH ou qui ont d'autres difficultés d'apprentissage. Puis, ce sont des outils qui nous aident nous-mêmes en tant qu'adultes. Donc, je pense que ce sont des choses qui sont toujours intéressantes d'être revues, revisitées. Puis, comme je vous dis, même moi, en vous préparant ce contenu-là, ben, ça m'a ramené à, à réutiliser de façon plus active certaines stratégies que j'avais un petit peu laissées de côté. Puis que oui, j'ai trouvé ça bien aidant. Oui, discuter des moyens pour gérer le stress. Là, bon, on a discuté de l'organisation dans le temps, dans l'espace. Je vous ai proposé des incontournables à avoir à la maison, des stratégies. Euh, et je trouve que c'est une belle rentrée scolaire, c'est aussi se donner des outils pour gérer le stress, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de... Évidemment, il y a beaucoup de stress d'associer aussi dans la vie scolaire, dans le milieu scolaire. Donc, je trouve que c'est important aussi d'aider votre enfant à prendre conscience ben, de ces moments d'anxiété, de ces moments de stress, puis qu'il y a des outils, puis qu'il doit développer les outils qui lui conviennent. Donc, d'avoir cette discussion-là avec votre jeune enfant. Donc, s'il est vraiment, mettons, au primaire, ben là, je pense que vous allez plus lui en proposer, puis lui demander ceux avec lesquels il serait plus confortable ou qu'il aimerait. Donc, si vous allez adapter l'approche et évidemment là, les mots utilisés pour parler de tout ça. Puis, lorsque vous avez un adolescent, mais je pense que c'est d'autant plus important d'aborder avec lui cette importance-là d'identifier ses émotions, d'identifier quand il est stressé, quand il est pas bien, puis qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de mieux gérer ça. Je pense que plus tôt on en parle, plus nous sommes des humains épanouis. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important peut-être de revisiter là, quelques petits trucs éclairs avec vous sur ce sujet-là. Ça peut être, par exemple, s'ancrer dans les cinq sens. Donc, quand je commence à être anxieux, le hamster part, ben OK, je nomme quatre choses que je vois, quatre couleurs que je vois. J'identifie quatre choses que j'entends, quatre bruits que j'entends. Donc, de se ramener dans les sens. Faire de l'activité physique ou du sport fréquemment. Donc, ça, oui, ça va être, c'est reconnu, ça l'aide à dépenser, dans le fond, le surplus d'énergie, le surplus de stress. Donc, ça va être bien important, que ce soit du sport ou que ce soit simplement de bouger, d'aller faire de la trottinette, d'aller faire du patin à roues aligné avec le chien, mais de bouger fréquemment. Et j'aimerais vous parler de petits exercices simples de respiration que j'ai découvert, dans le fond, dans un ouvrage de Sonia Lupien. Donc, c'est une auteure de plusieurs livres sur le stress, dont Par amour du stress que j'ai ici. C'est une docteure en neurosciences de l'Université de Montréal. Elle est titulaire de la chaire de recherche du Canada sur le stress humain et c'est surtout une vulgarisatrice bien connue des connaissances sur la compréhension du stress. Et dans cet ouvrage-là, Par amour du stress, ben, elle propose entre autres, des exercices éclairs justement pour diminuer le stress. Et elle parle de la respiration bedaine. Et je trouvais ça quand même très drôle, ben, surtout très aidant, mais elle a une belle façon humoristique de l'aborder. Donc, dans le fond, et ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est une stratégie de respiration qui peut se faire n'importe où et de façon discrète. Je vous propose aussi, par exemple, l'application Respire Relax Plus. Ben ça, moi, c'est une application que j'ai découverte, que j'utilise moi-même, qui est bien intéressante, où il y a, par exemple, un petit curseur qui aide on va dire,
à supporter le temps de l'inspiration, à maintenir, disons, le temps de pause. Puis, il y a un repère autant sonore que visuel avec une petite boule qui redescend puis qui vient accompagner l'expiration. Mais le problème, c'est que si ma vague de stress surgit lors d'un examen, je ne peux pas sortir mon cellulaire et mon appli Respirelax Plus avec mes écouteurs. Donc, Respirelax Plus, je peux le faire si ça m'arrive quand je suis chez moi, que je suis dans un gros projet. Je peux aller me jeter sur mon lit 5 minutes puis utiliser mon application. Par contre, la respiration bedaine, je peux la faire en plein examen. Fait que je trouve que ça peut être intéressant de l'aborder. Donc, dans le fond, ce qu'elle propose, elle dit de prendre une grande inspiration vraiment lentement, mais toujours dans le but de gonfler votre ventre. Donc, de faire le plus gros bedon possible. C'est vraiment comme ça qu'elle le dit. Puis là, ben, c'est humoristique. Elle dit, plus si vous voulez vraiment pas que ça paraisse, là, appuyez-vous vraiment contre votre pupitre, votre table de travail, là, puis personne ne va le voir. Là. Tu sais, puis elle dit dans l'ouvrage, là, elle dit, moi, quand je suis en réunion, là, elle dit, je me colle sur la table de réunion, puis personne ne le voit. Tu sais, fait que c'est quand même drôle. Puis bon, ben, c'est ça, de gonfler le bedon le plus possible, puis de soutenir l'inspiration 1 ou 2 secondes pour relâcher. Puis vraiment de faire ça 3, 4 fois, on appelle ça des respirations bedaines. Puis qu'à ce moment-là, ben là, il y a vraiment euh, un apaisement qui surgit, qui fait du bien. Donc, je trouvais ça intéressant, dans le fond, de vous parler des deux. Oui, on a les applis. Bien, il y en a plein d'autres, là, mais moi, comme je vous dis, j'ai découvert Respirelax Plus, puis je l'aime bien, puis elle est gratuite aussi. Mais je trouve que ça peut être intéressant de ne pas être dépendant des applications. On a tous un nain, on est tous capables d'inspirer, d'expirer, donc je pense que ça peut être bien de développer ce réflexe-là. Bon, puis enfin, ben, il y a aussi d'autres stratégies que, par exemple, on peut aller explorer, on peut aller utiliser quand ça surgit en contexte où on vit un moment de stress à la maison. Pour certains, ça va être d'aller prendre une douche. C'est comme si ça nettoie les émotions, ils se sentent mieux, ça les détend. Je peux pas faire ça si je suis en examen. D'écouter de la musique, même chose. À la maison, on peut choisir d'aller écouter quelque chose qui nous détend, alors qu'à l'école, ben, ça s'applique pas nécessairement. Ou d'écouter une vidéo drôle, hein, parce que le rire, c'est reconnu que ça détend. Donc, simplement faire attention, parce qu'encore là, je pense que là, ça serait bien important d'utiliser le time timer si vous décidez d'écouter une vidéo drôle, parce que ça peut être facile, encore là, d'oublier le temps qui fuit et de regarder plus qu'une vidéo drôle, puis de se retrouver vraiment très, très, très décontracté, mais non pas avancé dans ses tâches. Donc, de faire attention à ça. Pour terminer, dans le fond, j'aimerais aborder avec vous l'importance de prendre des pauses. Donc, de faire des petites pauses de façon fréquente. Donc, par exemple, un 30-40 minutes de travail, puis de prendre un 5-10 minutes de pause. Donc, à chaque 30-40 minutes de travail, un 5-10 minutes de pause. Puis, les moments des pauses, bien évidemment, c'est le temps de bouger un peu, d'aller remplir votre bouteille d'eau, d'aller vous chercher un breuvage, prendre une petite collation, peut-être faire un petit câlin à votre toutou poilu. Donc, mais de changer de pièce, sortir de l'espace de travail, aller faire autre chose pendant 5-10 minutes pour revenir avec les membres dégourdis et le cerveau un petit peu régénéré après. Puis, comme je vous dis, je vous propose de travailler là, avec la minuterie visuelle, le time timer pour que votre enfant se structure dans la gestion de son temps. Alors, c'était ce que j'avais à vous proposer ce soir. J'espère que ça a été aidant pour vous. Euh, je crois que vous pourrez le reconsulter au besoin si ça a pu vous donner des petites stratégies ou des petits outils là, à, à explorer avec vos enfants, avec vos adolescents. Donc, voilà, je suis disponible pour les questions. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous, puis merci